à toutes et à tous. Donc déjà, je vais présenter les personnes qui sont avec moi. Donc il y a Florian Chalumeau qui est professeur de danse hip-hop et danseur de la compagnie Tout Simplement Nous à Chalon-sur-Saône. Jérémy Pirello qui est chorégraphe danseur de la compagnie TSN. Chalon, pareil, qui est professeur au conservatoire, professeur de danse hip-hop. Tariq aussi, qui est danseur de la compagnie TSN, qui est professeur de danse à la maison de quartier du Stade. Voilà, donc c'est important de le rappeler parce que justement, par rapport à l'historique du hip-hop chalonnais, le Stade a vraiment une place importante au niveau de la culture hip-hop. Et Michael Dupont, qui est musicien. Et moi-même, donc Rachid Kassi, je suis directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Tout Simplement Nous et j'anime des conférences au niveau de la culture hip-hop. Donc voilà. Pour ce matin, je pense pour nous, on va placer ça sur 4 temps. Donc un premier temps, on va revenir un petit peu en arrière, d'accord, juste après la funk. Alors, on va dire, nous on va parler des années 50 parce que c'est important, parce que c'est ce qui va emmener la naissance de la culture hip-hop. Ensuite, on va aller sur les années 70, le moment où le mouvement est là, au milieu des années 70. On va parler de la France et on va dire, du hip-hop actuellement, tout ce qu'il apporte, on va dire, niveau commercial. Un mot que j'aime pas beaucoup, mais bon, voilà. Donc on appelle déjà le hip-hop aujourd'hui chez nous, souvent on l'assimile aux cultures urbaines, j'aime pas trop le mot, parce que pour moi c'est plus une culture populaire. C'est important de le dire, parce que voilà, souvent culture urbaine c'est le terme, on va dire, politique. Et voilà. D'accord, on est venu nous a installé des city-stades, on nous a installé des parvis où on pouvait danser, on nous a dit voilà, c'est des cultures urbaines, mais c'est pas du tout le cas. Donc pour revenir aux années 50, donc dans ce cher pays où on dit le pays de la Statue de la Liberté, il faut savoir que les années 50, ça marque vraiment un tournant significatif parce que il y a une communauté blanche qui vit pleinement son rêve américain, qui s'enrichit, et d'un autre côté, on a cette population non blanche parce que il n'y a pas que les Noirs, justement, il y a tous les Hispaniques aussi qui sont là-bas, et qui, eux, leur rêve, il devient réellement un cauchemar. Donc, ce qui veut dire, pour certains, pour les Blancs, on a ce qu'on appelle les quartiers chics, et de l'autre côté, on a les quartiers chocs, malheureusement. Donc, qui veut dire quartier choc, veut dire automatiquement délinquance, prostitution, naissance des gangs. Et on va dire, dans chaque pâté de maison, il va y avoir un lieu où il y a un gang, de toute façon. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Parce qu'après, à partir de là, il y a des gens qui naissent comme, voilà, des pensées pour Martin Luther King. C'est pour ça que je dis j'ai bon espoir quand même au niveau de la société. Je reste un petit peu optimiste. On est passé quand même dans les années 50 avec Martin Luther King du I Have a Dream aujourd'hui au Yes Weekend d'Obama. Donc 50 ans, 50 à 60 ans maxi. Il y a quand même des choses qui sont passées entre-temps. Et nous, on peut se dire aussi que le hip-hop, on fait un petit peu partie de cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'on va essayer, sur le temps qu'on a, de la raconter. Donc, je voudrais vous poser déjà une question. Est-ce que vous connaissez déjà tous un petit peu la culture hip-hop? Ou c'est... Donc, est-ce qu'on peut me dire, il y a combien de disciplines dans la culture hip-hop? Une population timide. Le graffiti, ça en fait partie. Le graffiti, oui. Donc tu peux... Le graffiti, le breakdance, le rap. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le DJing. Les DJing, voilà. Donc, et on pourrait rajouter, sauf que tu as raison de dire 4, parce que c'est 4 ou 5. Parce que tout dépend dans quelle case on met l'human beatbox. Et voilà, vous savez ce que c'est l'human beatbox. C'est boîte à rythme vocal. Donc voilà, tout dépend, on met, donc ça varie 4 ou 5. Aujourd'hui, il y en a qui rajoutent le streetwear, le livre vestimentaire. Mais pour moi, ça n'en fait pas partie. Pour moi, personnellement. Après, voilà.
Il faut savoir que dans les années 50, justement quand on parle de discrimination, il y avait encore, on était encore à l'époque où il y avait, où la communauté noire, là on va revenir vraiment au noir, elle était transportée quand même de force dans des sortes de camps de concentration qu'on a caché ça en appelant ça des plantations, mais c'était, on va dire, c'était quand même des esclaves, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a eu, heureusement qu'il y a eu des gens comme Martin Luther King, Malcolm X, Mohamed Ali, même à son échelle, de pouvoir en fait, développer quelque chose pour lutter contre cette discrimination. Et pour nous, tout commence par, et là ça va passer par une vidéo, donc par un homme qui s'appelle Afrika Bambaataa, donc qui lui faisait partie d'un gang, qui était un gang terrible aux États-Unis, et malheureusement il voit son meilleur ami mourir. Donc il se dit, au lieu d'avoir des gens qui s'entretuent par par le combat, autant réunir et puis pacifier tout ça. D'où, on va dire, le dicton « Peace, Unity, Love and Having Fun », qui veut dire paix, unité, amour et bien s'amuser. Hein. En gros, donc c'est pour ça que je disais la paix qui remplace la guerre, l'unité c'était contre l'individualisme, l'amour, voilà, c'est tout ce qui était fraternel à l'inverse de ce qu'il y avait avant. Et il a rassemblé tout ça. Mais lui était DJ, il est devenu DJ parce qu'il a vu aussi une vidéo qu'on verra après, Kool Herc, donc qui lui était un jeune... Excusez-moi, je passe du coq à l'âne, comme j'expliquais, simplement parce que c'est des... Pour ne pas vous mettre non plus 50 000 informations, je vais essayer de concentrer. On a DJ Kool Herc, en fait, qui est un DJ qui a 12 ans quand il débarque aux États-Unis, qui est un jeune Jamaïcain, et qui lui, il faisait du reggae en fait avec ses platines. Et justement, par rapport à la funk, il a commencé à vouloir mixer des sons funky, et il a commencé à organiser des block parties. Donc voilà, organise des block parties, hein, c'est des sortes de fêtes de quartier chez nous en France, hein, fêtes des voisins, tout ce qu'on veut. Et il a commencé à organiser ça, donc à partir de là, on a une population qui arrive. Et dans cette population, il y a des danseurs, il y a des graffeurs. Et donc lui, la particularité qu'a DJ Kool Herc, c'est d'avoir été celui qui a rajouté une deuxième platine, parce qu'avant, le DJ n'utilisait qu'une seule platine. Et lui, ça a été le premier à en utiliser deux, pour pouvoir prolonger la musique, parce que les breakbeats étaient assez courts, et quand il y avait les danseurs qui venaient danser, c'était trop court pour eux, pour qu'ils fassent leur démonstration. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle un danseur hip-hop un b-boy, donc breaker boys. Donc, et par rapport au breakbeat, donc par rapport au son que tu as envoyé. Donc là, je vais vous envoyer la vidéo d'Afrika Bambaataa pour vous montrer un peu l'ambiance comme elle était avant, pour voir comment l'évolution aujourd'hui. Quelle année ça, Rachid? Voilà, c'est, on peut dire, là, j'irais même fin des années 70, début des années 80. Et c'était un moment quand même, par rapport à aujourd'hui, je veux dire après, on regarde un petit peu la vidéo. Afrika Bambaataa, c'est le costaud là. Donc, bon, c'est juste quelques petites images pour vous montrer voilà,
l'ambiance qui régnait quand même. C'est-à-dire, on voyait beaucoup, alors que c'était une époque où il y avait encore où il y a encore des gangs, voilà, on pouvait retrouver quand même, même si là, je pense qu'on est quand même déjà dans les années 80, c'est-à-dire on est bien rentré déjà dans le fluo. Afrika Bambaataa, si vous avez regardé sur son blouson, il y avait le continent africain. Donc lui, il voulait beaucoup revenir à ça, donc où il a créé déjà la Zulu Nation en fait. Hein. Donc où ils avaient mis des principes, un mélange de principes religieux et vraiment pour la liberté. Pour lui, tout revenait d'avant, on revenait même au temps de l'Égypte, voilà. C'est vraiment pour lui le continent africain, la liberté pour les Noirs, vraiment où il était dans ce combat-là. Pour continuer par rapport à Afrika Bambaataa, il commençait aussi à se déplacer dans le monde et puis à donner des titres. Il a tourné avec Paul Simon, non? Pas du tout. Il a pas fait une tournée? Si, de toute façon, il a fait des tournées, et puis même jusqu'à dans les années 90, il faisait encore des tournées, hein, et d'ailleurs, à cette époque-là, quand on regarde réellement, la culture hip-hop dans les années 70 se rapprochait réellement du punk aussi. Hein. C'est-à-dire au niveau de l'échange, de tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de points communs. Au niveau de l'évolution, par rapport à ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que avant, dans le hip-hop, ce qui est vraiment bizarre, c'est que le DJ, c'était celui qui était en avant. Donc c'était le DJ qui était reconnu, et le maître de cérémonie, ce qui est le rappeur aujourd'hui, c'était celui qui était derrière, et puis on lui donnait son petit billet pour lui dire « Allez, viens animer la soirée ». Alors qu'aujourd'hui, on voit comment l'évolution du hip-hop, le rappeur est devant, le DJ il est complètement au fond. À la rigueur, on ne le connaît même pas, ouais. Quand il y en a un, autrement on met la boîte à rythme et puis on envoie de son. Alors qu'il avait vraiment une importance. C'est important ce que je vous dis là, parce que ça a aussi fait la chute de certains grands DJ. Parce que justement, ils ont voulu rentrer un petit peu dans l'économie, on va dire, du rap, et ils se sont fait tuer, quoi, en fait. Je reprends l'exemple de Grandmaster Flash, qui lui, en fait, on a eu quand même Sugary Gang, en fait, qui était le premier groupe de rap qui s'est commercialisé, on va dire, où on a entendu voilà, le clip et la musique qui s'est exporté réellement. Après, eux, ils ont ouvert une boîte de prod, en fait. Et ils ont voulu intégrer, en fait, les gens du mouvement hip-hop, et ils ont pris Grandmaster Flash avec les personnes de son groupe qui, eux, rappaient. Et donc, le fait qu'ils rentrent avec eux, ça a tué complètement, en fait, tout ce que lui, il mettait en avant. D'ailleurs, c'est ce qui a fait, en fait, qu'il ait pris du recul. Donc voilà, je vous parle des DJ, là. Après, je vais passer un petit peu plus tard par rapport aux danseurs, parce que je pense que les DJ, pour moi, c'est ceux qui ont voilà, l'ouverture du hip-hop. Si on regarde, Afrika Bambaataa était DJ, Cliff Campbell était DJ, Grandmaster Flash, c'était un DJ, Grand Wizard Theodore, c'était un DJ, parce que Grand Wizard Theodore, pourquoi je parle de Grand Wizard Theodore? Parce qu'il a quand même une particularité. C'est celui qui a inventé le scratch, en fait. Et il l'a inventé accidentellement. Il était reconnu pour mettre de la musique à fond, trop fort, et puis sa mère, souvent, il déboulait dans la chambre pour lui dire arrête, et puis un jour, il a posé sa main dessus sur le vinyle. Et voilà, hein, l'histoire. Mais comme chose que j'ai oublié de rappeler, c'est que dans la culture hip-hop, vous aurez 5-6 histoires du hip-hop, parce qu'on n'a pas assez de recul encore. On a 40 ans, 50 ans d'histoire, grand maxi. Donc dans 100 ans, 150 ans, on saura vraiment la vérité. Hein. Parce qu'il y a celui qui va vous dire c'est moi qui ai inventé Scratch, il va dire moi j'ai inventé ça. Et quand vous allez aux États-Unis, vous posez la question, et tu vas dire ouais mais c'est moi qui ai fait ça. Et lui il m'a vu faire, et puis lui il a repris, c'est lui qui a commercialisé. Donc on n'a pas encore assez de recul pour... Là. Je reviens en arrière, parce que j'aime bien... Vous êtes DJ? Ouais, je fais le DJ. Donc c'est pour le terme hip-hop. Ça c'est important. Parce que, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire le terme hip-hop? Donc hip-hop, en fait, il y a 3-4 versions. Donc il y a une première.
Donc au niveau hip-hop, ça peut venir du terme, en fait, débrouillard. Quelqu'un qui est débrouillard, qui bouge. Et donc il y a une des conclusions qui dit que c'est un débrouillard qui bouge. Simplement, voilà le terme hip-hop, parce que hop veut dire sauter, bouger. Donc c'est une des versions. Une autre version qu'on a eue, c'est celle de la première fois qu'on a entendu le terme hip-hop, c'est justement dans une des chansons, donc Rapper's Delight de Sugar Gang, si vous entendez la règle, hip hop. Donc si t'as le son, donc tout le monde sait qui sont les Sugar Gang. Peut-être pas pour les jeunes, mais... Donc ils sont en plus encore très funky dans les habits et tout. Donc aujourd'hui... Donc là, c'est pendant l'émission Soul Train. En fait, c'était une émission animée par un noir, où vraiment, majoritairement des noirs qui étaient invités dans... On voit bien aussi le bon playback. Donc, pour vous dire, ça c'est la première chanson qui a été réellement commercialisée, d'accord, qui a fait en sorte que le rap puisse rentrer et être reconnu un petit peu. Et c'était du rap assez gentillet. En fait, c'est pour ça qu'il avait été aussi accepté. Hein. C'est pas non plus voilà la phase de ce côté-là. Donc c'est ce qui a pu tirer un petit peu le hip-hop aussi vers le haut et puis l'extérioriser. Donc, et donc il y en a qui disent que c'est la première fois qu'on entendait le terme hip-hop, c'est dans cette chanson. Et il y a une autre version où il y a un des rappeurs du groupe de Grandmaster Flash, Furious Five, qui était en train de se moquer d'un ami à lui qui était à l'armée. Et en fait, c'était tout simple. Quand il le voyait marcher comme ça, il disait hip-hop, hip-hop. Donc voilà, c'est une des... Après, choisissez laquelle vous voulez. Moi, j'ai choisi plutôt la première. Donc voilà, c'est toutes les versions qui tournent le plus. Donc après, pour rappel par rapport à... Donc, quand Sugar Gang sortent cette chanson-là, ben, c'est là que le hip-hop aussi explose. Et voilà, où il s'extériorise réellement. Ça, c'est vraiment le départ. Après, on a des gens comme je disais, des gens comme... vous avez dû aussi connaître Kurtis Blow, non? On va mettre le son rapidement, parce que c'est des gens qui ont quand même marqué au niveau de l'histoire du hip-hop, au niveau commercial. Toujours dans l'émission Soul Train, c'était la seule émission qui accueillait. Donc, ouais, Kurtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. Donc voilà, c'est Kurtis Blow. Hein. C'est aussi un des rappeurs qui a beaucoup apporté au niveau de la culture hip-hop. Et parce que c'est des gens qui ont à un moment donné été visibles. Voilà, par rapport aux autres qui ne l'étaient pas. C'est important. Ça ne veut pas dire que c'était les meilleurs, c'était ceux qui étaient visibles. Parce que quand on retourne,
par exemple, quand on va aux États-Unis, on peut parler avec des gens qui vont vous dire la chanson, par exemple, de certains rappeurs, vous diront non, c'est moi qui l'ai chanté, et il m'a entendu, il a repris, etc. Donc hein, c'est un autre monde là-bas. Hein. C'est vraiment, ils le vivent au niveau. Donc c'est pour vous dire l'importance de ces gens-là au niveau de ce qu'ils ont apporté pour qu'ils soient commercialisés. Après, est-ce que c'est un bien ou un mal? Ça, c'est une autre question. Parce que qui dit trop visible, médias, après il y a des grosses boîtes qui essaient de vous racheter, après on n'est plus forcément dans le message qu'on veut lancer, parce que le départ quand même de la culture hip-hop, ça reste quand même un mouvement social, culturel et artistique. Donc le volet social, on l'oublie complètement quand on commence à gagner des gros sous, sauf pour certains. Mais au niveau, voilà, donc est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Ça, chacun fera un peu son... et puis au niveau aussi d'un autre Grand Master Flash, un morceau qui a vraiment, vraiment explosé. Regardez pas la première image, pour les jeunes qui font les yeux. Ça va être Grand Master Flash, c'était obligé de récupérer, pas sûr. Ça, donc ça, c'est ce... It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move on, I guess I... Donc moi je vais dire que cette chanson-là en fait, c'est réellement du rap. Parce que c'est hyper revendicatif, ça revendique quand même quelque chose au niveau du texte. Il y a quand même quelque chose qui ressort. C'est-à-dire en fait le vécu des gens, on parle que ce soit des gangs, comment sont les appartements, comment voilà. Il y a vraiment des choses, ils nous parlent vraiment, ça il faut enlever l'image. Hein, je peux s'enlever. Donc c'est vraiment Grand Master Flash a quand même par rapport à cette chanson, d'ailleurs jusqu'à maintenant, hein, on peut aller n'importe où, on peut encore l'écouter. Rappeler qu'au niveau aussi hip-hop, ça c'est important, quand vous avez fait la conférence sur la funk, il y a quand même au niveau du hip-hop, c'est une continuité mais c'est en même temps une rupture. Parce que funk, la soul, le jazz, il y avait des musiciens. Au niveau du hip-hop, à la base, ces jeunes-là dans le truc n'étaient pas musiciens, forcément. Nous, dans le hip-hop, on est les rois du sample. Cette musique-là, le Grand Master Flash, vous allez prendre toutes les musiques de hip-hop, vous allez la retrouver en samplé, on a réellement rien inventé, en fait. Ice Cube même, il a repris ça. Hein? Ice Cube, il a repris ça. Il a fait Check Yourself. Et, oui. Ouais, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est à lui, en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau, nous, on reprend que du son, on retransforme. On n'est pas, c'est-à-dire on crée rien, même au niveau de la danse. Au niveau de la danse, si on reprend au niveau des mouvements de la danse, on va reprendre sur de la salsa, sur des claquettes, voilà, on retransforme à notre manière, parce qu'à un moment donné, comme je vous disais, les jeunes dans ces quartiers-là, c'était pas forcément des musiciens à cette époque-là. Hein, ce moment donné-là, c'était pas musicien, donc c'était beaucoup de la reprise. Pour preuve, c'est un DJ qui est là. Donc c'est vraiment un travail de reprise musicale. Et au niveau de... Mais après, à ne jamais dissocier, là je vous ai parlé du DJing, mais à ne jamais dissocier avec la culture elle-même. Culture hip-hop, quand on parle du hip-hop, on parle du rap, DJ, rap, parce que c'est des gens quand même à un moment donné qui vivaient, en sachant qu'il y avait quand même deux quartiers, on va dire, qui au niveau de New York prenaient beaucoup ça, c'est le Bronx, et aussi, quand on parle aussi
d'où Sugary Gang, le nom du groupe par exemple Sugary Gang, c'est un quartier de Harlem, si je ne me trompe pas, où ils sont originaires. C'est vraiment où... Et de ce que nous on connaît, tous ces gens-là qu'on voit, pour moi c'est des générations 1,5. C'est pas des générations 1, c'est pas eux qui ont inventé le mouvement. Il y a eu des gens avant eux, sauf que eux, ça a été ceux qui ont commercialisé. D'accord ? Mis à part DJ Kool Herc, pour moi, tous ceux qui sont là à un moment donné, ils n'ont pas forcément, c'est pas eux qui ont inventé le mouvement, il y a eu des gens avant eux, sauf que eux, c'était les premiers qui ont été visibles. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de passer au niveau de la danse. Après, je reviendrai et on laissera quand même un temps questions-réponses et on repartira un petit peu pour pas... Donc au niveau de la danse, pour moi, comme je vous dis, on n'a rien inventé, mais en même temps, au niveau de la danse hip-hop, ce qui est important, c'est de dire que la danse, c'est pas au départ la danse debout au niveau du hip-hop, mais c'est le b-boying. B-boying, c'est les danseurs qui dansent au sol, qui à un moment donné... Donc pour vous montrer en vidéo ceux qui ont commercialisé, parce que c'est pas eux qui l'ont emmené les premiers, comme je dis, ça reste la génération 1,5. Il y a, si tu peux mettre la vidéo de New York City Breakers, par là contre Rock City Crew. Là. Donc c'est pareil, dans les années 80, dans les boîtes de nuit américaines, où là on a les DJ qui étaient réellement en avant. Donc là où on avait vraiment cette histoire de défi, c'est eux qui ont été lancés par Afrika Bambaataa, ces danseurs-là. Donc en rouge sont les New York City Breakers, et en bleu c'est les Rock City Crew qui eux étaient quand même ceux qui sont vraiment fait connaître au maximum jusqu'à maintenant d'ailleurs. J'avais quand même quelques films. Là, c'est pour vous montrer, à l'époque, vraiment, les rencontres, c'était vraiment des réels défis, quoi. C'était, les gens pouvaient se retrouver dans les bus de métro et vraiment, voilà, au lieu de combattre au coin, c'était devenu les nouveaux gangs, hein, on va dire. Il faut dire les choses comme ça. Et à cette époque-là, dans les danseurs, il pouvait y avoir des graffeurs, des rappeurs, des DJ qui étaient danseurs. Aujourd'hui, c'est très très rare. Le problème, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le hip-hop. Ça, j'en reviens aujourd'hui.
c'est qu'on est danseur. On n'est pas forcément, on connaît pas forcément un graffeur, on ne connaît pas l'histoire du graffiti. C'est malheureux parce qu'en même temps, ça se détache complètement de la culture hip-hop. Donc c'est pour ça que des fois, je me pose des questions. Est-ce que nous, en France, aujourd'hui, est-ce qu'on vit réellement à se dire on fait partie de la culture hip-hop ou on fait de la danse ou on est DJ? Parce que je connais aujourd'hui beaucoup de jeunes. D'ailleurs, c'est le constat que j'ai fait déjà sur Châlons. Hein. C'est simple. Hein. Châlons et sa région, c'est qu'il y a beaucoup de danseurs et ils ne savaient même pas que le grave faisait partie de la culture hip-hop. Donc c'est très grave à un moment donné. C'est qu'on pratique parce qu'on va en école de danse, on va à tel endroit, mais on ne connaît pas forcément. Et c'est ce qui a un peu tué le mouvement, on va dire. D'ailleurs, quand on se rencontre aux États-Unis, toutes les rencontres internationales, les Américains n'y participent pratiquement plus. À un moment donné, voilà, ils restent quand même dans... Si on va par exemple dans des lieux comme le Battle of the Year, les championnats du monde, qu'on appelle championnats du monde, pratiquement pas d'équipe américaine qui participe. Ou on a encore séparé, par exemple, si on voit dans ce battle-là, il y avait à un moment donné un danseur qui dansait debout. Dans les battles, c'est très rare qu'on va voir s'il y a un battle de... On a les championnats du monde de b-boy, on a Juste Debout, qui est la plus grosse manifestation mondiale sur Paris, où c'est que de la danse debout. Donc on a déjà séparé, même au niveau de la danse, on a déjà séparé encore. Donc ce qui veut dire, ouais, ça a séparé les styles, c'est-à-dire au niveau commercial maintenant, voilà, c'est vraiment... D'ailleurs, à juste titre, j'avais des collègues qui nous avaient rappelé, ils me disaient, regarde, quand on voit le Battle of the Year, ça s'appelle plus le Battle of the Year, c'est Battle Braun of the Year. Donc c'est la marque Braun qui décide de ce que doit être la culture hip-hop. C'est quand même, voilà, on va dire, l'argent a pris des fois le dessus sur la culture. La Red Bull Festival, c'est un des plus gros événements mondiaux aussi. Donc les grandes marques se sont appropriées un peu cette culture jeune pour aussi pour le but commercial. Donc là, on a vu ce que c'était au niveau des années 80. Maintenant, on va voir ce que c'est devenu. Et à quel âge on peut vraiment... Donc, si tu peux mettre Bigger Terra, là, en 2013. Donc ça, c'est le Battle de Chelles, en fait, région parisienne, qui est un des plus gros... Un battle international. La petite, elle a 6 ans. Ouais, maintenant, on en a 7. Il doit avoir 11 ans. Et lui, il doit avoir 10-11 ans, en fait. Ça veut dire qu'il participe à des compétitions internationales maintenant. C'est une petite anglaise. Regardez l'énergie qu'elle va dégager après, vraiment dire qu'on est quand même dans le combat. Quand elle finit, elle se lève, elle a 6 ans, elle va comment elle va. C'est à moi de passer. Montrer aussi l'évolution, l'évolution au niveau de la danse hip-hop. On avait à un moment donné où là maintenant à tout âge on danse et où il y a vraiment des compétitions, je trouve à mon goût il y en a un peu trop. C'est-à-dire que c'est plus dans le naturel, hein, c'est vraiment organisé. Maintenant dans chaque ville il y a des battles qui sont organisés, les gens ont chacun leur salle alors qu'ils débutent, il y a plus cette rencontre. Quand on voit les années maintenant, Facebook et puis YouTube, ils ont tout tué. Tout tué parce que l'information, il n'y a plus des...
ce qui faisait la base du hip-hop, la rencontre, l'échange, le partage. On partage sur Facebook, on partage, voilà, c'est bien et c'est pas bien, parce que les gens maintenant se rencontrent plus. On va vers un gamin, on va lui dire, tiens, t'es danseur, ouais, mais non, mais j'ai vu l'autre là sur YouTube, regarde son nom, va regarder. Et puis les cours se font sur Internet maintenant. Les gamins, ils apprennent leur figure sur Internet. Il n'y a plus cet échange au niveau de la danse. C'est un danger aussi. C'est-à-dire que ça progresse énormément, mais il n'y a plus cette... on va dire qu'il y a... Techniquement. Voilà. C'est Techniquement, mais il n'y a rien dans la tête. Et... du message. Voilà. Donc, je vais laisser 5 minutes pour qu'il y ait un échange entre nous quand même. Parce qu'après, pour ne pas vous envoyer encore une vidéo qui va peut-être vous endormir, celle-là, parce qu'elle est importante pour moi. Parce que justement, c'est où je voulais en venir par rapport à cet échange-là. Parce qu'il y a on va dire, un des piliers du hip-hop français qui parle justement de ça. Donc, c'est important. Donc voilà, on vous laisse 5 minutes, si vous avez des questions. Oui. Alors, c'est quoi le breakdance? Le breakdance, Ouais. c'est en fait cette danse que vous voyez au sol. Ce qu'on a vu là exactement, ça c'est de la breakdance en fait. Ok. Parce que je pense que si vous parlez de break, parce que quand nous on était jeunes, par exemple, quand on parlait de breakdance, la première chose qu'on croyait c'était break, c'était casser, c'était le fait de casser, alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc c'est pour ça qu'on viendra aussi aux danses funky style, des danses debout, au niveau du hip-hop, qui ne faisaient pas partie du hip-hop au départ, qui ont intégré la culture hip-hop. Et tout ce qui est danse debout, à part les top rock, les pas de préparation, ce qu'on appelle les pas de préparation pour aller au sol, où là les danseurs, vous pouvez déjà commencer à vous échauffer pour certains. D'accord. Pendant que je parle, encore des questions, vous pouvez y aller. Comme ça, dans 5 minutes, ils vous montreront au niveau des mouvements. Simplement pour dire qu'au niveau de la breakdance, c'est tout ce qui est à travers avec le cercle, au niveau de la danse. D'accord, c'est vraiment et ce qui va, les mouvements qui vont aller au sol. C'est ça. La breakdance, c'est ça. C'est tout ce qui est à voir avec le sol. Et après, on va partir de ça en plusieurs phases encore. Hein. Au niveau du sol, il y a tout ce qui est power move, c'est tout ce qui est phase au niveau, que ce soit les vrilles, etc., tout ce qui se font actuellement. On verra certainement au niveau des vidéos. Donc, et puis les danses debout, je vais vous montrer ceux qui ont commercialisé ce mouvement-là, ces mouvements, parce que, par exemple, on va parler du pop, du popping, dans les années 70, les Soul Train Electric Boogaloo, qui, eux, disent que c'est eux qui l'ont inventé. Mais il y a des gens de San Francisco qui disaient, mais 10 ans avant, on faisait ça. Donc, après, pour nous, ça reste eux, parce que c'est eux qu'on a mis. Donc voilà. Est-ce que tu peux mettre le Soul Train quand c'est le temps qui s'échauffe pour après créer... On va passer juste une ou deux minutes. What else could they be dressed like that, man? Donc, toujours l'émission Soul Train. Donc, c'est le seul endroit où vous pouvez s'exprimer aussi. Okay. Sammy Solomon, alias Boogaloo Sound, specialize on Boogaloo. Oh, good. Okay, as you may know, these very creative young men have invented a dancing style that's becoming very popular, and it's described as popping or boogaloo or creeping. Right, Creeping Sam? And they'll do it this time to the Barcades. Here we go.
c'est les danses où il y a... C'est les seules danses d'ailleurs au niveau du hip-hop où il y a des codes. C'est-à-dire au niveau, il y a une écriture quand même à un moment donné qui est dessinée. Alors que dans le breakdance, on a le mouvement, quelqu'un qui va inventer un mouvement, on peut tout le temps le modifier, rajouter. Alors que dans les danses debout, en général, il y a des codes que eux ont inventés, que eux disent si on fait autrement, soit on est accepté par le mouvement, soit on l'est pas, c'est assez compliqué. Donc après, ça c'est tout ce qui est danse, popping, boogaloo. Tu vas voir tout le temps avec quelque chose qui est dans la vie. Par exemple, pour le pop, c'est au niveau, qui parle au niveau de comment éclater le popcorn. Ouais. Voilà. Au niveau, après on a les lockers en fait. C'est une danse aussi qui fait partie du funky style, donc le pop et le lock. Et le locking, ça a été inventé par Dan Campbell Lock. C'est ce qui se dit. Parce que en fait, à un moment donné, il essayait de refaire ce qu'il voyait à la télé ou ce que ses amis faisaient. Il essayait de se moquer. Et il n'était pas bon. Et il a inventé sa propre danse en n'étant pas bon. Et d'ailleurs, on voit dans les tenues qu'il porte, c'est toujours des tenues des gros chapeaux, des chaussettes qui remontent jusque-là. Mais c'est une danse qui est très très dynamique, qui aujourd'hui, voilà, pareil, a vraiment son écriture. Tu peux me mettre au niveau locker, l'avant-dernier. Most, if not all, of the young people pareil, la même émission. were dancers on those things in 1971, and needless to say, they were among the best that ever danced on the show. We're extremely proud that they have now created one of the most exciting acts in show business, and they've done it all on their own. Let's have a great welcome, gang, for the Lockers. On regarde leur tenue. Donc ça c'est au niveau, voilà, c'est très funky, même au niveau de la danse, ça bouge vraiment. Et le truc vraiment à rappeler, ça se dansait aussi dans les clubs, où les gens justement ne savaient pas danser, où on passait 2 par 2 aussi dans ces endroits-là, et puis on arrivait à passer. Donc je vous dis, il se dit que Dan Campbell Lock aurait inventé le locking par rapport à ça. D'autres vous diront peut-être d'autres choses. Jérémy me rappelait à juste titre, à se rappeler que ça soit dans le locking ou le popping, c'est ceux qui ont vraiment inspiré Michael Jackson. Parce que les chorégraphes de Michael Jackson n'étaient autres que Poppy Taco ou Boogaloo Sam, donc les gens qu'on voyait justement dans le Soul Train avec Electric Boogaloo, les 6 personnes qui étaient, voilà. C'était les chorégraphes de Michael Jackson, notamment dans Thriller. Donc voilà, c'est quand même, on a tout redonné à Michael Jackson, mais c'est quand même ces gens-là qui à un moment donné, c'est vrai que Michael Jackson l'a fait merveilleusement, bien même mieux peut-être, mais voilà. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne, parce que techniquement, avant ils s'amusaient beaucoup. D'accord ? C'était vraiment, on les voyait danser, ils s'amusaient, ils étaient vraiment dans. Là on va vous montrer ce que c'est, et ça date de 2005, l'évolution. Le niveau. Les Asiatiques sont arrivés à un niveau. Alors, on va vous montrer les Japonais. Boti, pop. Donc ça c'était... ils étaient en train de faire leur show, mais techniquement c'est pratiquement, on va dire, presque arrivé à la perfection.
fait le lock. Ceux qui sont en extrémité, les deux là font du lock et ceux là font du pop. Toujours une musique dynamique obligatoirement pour envoyer. Là c'est du lofi. Juste par rapport à et celui-là et celui avant avec la petite fille, tu trouves pas un peu justement que c'est différent et bizarre parce qu'ils partent du sol et maintenant ils font ça sur des scènes en fait, donc en hauteur, au-dessus du public et avec celui avec la petite fille, il y a un jury derrière qui note. Est-ce que ça participe pas aussi à changer du coup le propos parce que tout à coup il y a peut-être moins la spontanéité du coup, ce que tu disais. C'est sûr, ça c'est sûr. Ah, là, je te rejoins tout à fait. Hein. C'est sûr et certain. Sauf que eux, par exemple, quand ils passent là. Eux, c'est vraiment un show qu'ils font. Ils présentent, ils n'ont pas de jury parce qu'ils sont invités à donner une prestation. Mais c'est vrai que tu as raison à 100%. Ce qui a changé au niveau du hip-hop avant, si on voit dans les années 70, milieu des années 70, quand il y avait un battle, on n'était pas là. Celui qui jugeait de qui avait gagné, c'est simplement le public. Donc les gens qui étaient autour, hein, c'était des cris, etc. Aujourd'hui, on fait 3 jurys. L'autre, il va te faire ça, l'autre, il va te faire ça, l'autre, il va te faire ça. Simplement. Donc, ce qui veut dire, c'est devenu que de la compétition. Ça devient comme un sport, plus qu'une culture. C'est pour ça que je disais, surtout aujourd'hui en France, comme on le vit, c'est beaucoup ça, quoi. Mais du coup, le fait d'ouvrir aussi à l'intérieur du conservatoire, J'avais dit cette question avant, moi. C'est pour ça que je voulais juste faire un rappel avant que tu ailles plus loin. Je disais, ouais, maison de quartier du stade, pour rappeler d'où ça... Ouais. Non, mais parce que je trouve pas ça... C'est pas pour tacler, parce que pareil, on est dans une école d'art, alors qu'on n'arrête pas de dire que de toute façon, pas non plus obligé d'aller dans une école d'art pour faire de l'art, etc. Ouais. Quoi. Mais c'était juste par rapport à vous, vous placez par rapport à ça. Est-ce que vous racontez du coup l'histoire du hip-hop? Ou est-ce que il y a des trucs autour des figures? Est-ce qu'il y a une histoire qui est racontée à l'intérieur de ces cours? Alors, je peux peut-être parler, parce que moi je suis pas au conservatoire. Mais au conservatoire, j'organise avec la direction du conservatoire justement des conférences avec Rachid aussi, pour justement expliquer l'historique du hip-hop. Et puis on prend des temps forts régulièrement dans l'année, par trimestre, où on fait un petit historique sur l'histoire, sur les différents styles de danse hip-hop, parce que nous on enseigne là où est parti le hip-hop et là où on espère qu'il aille. Mais, donc on parle aussi de la culture dans le cours, et ça fait partie aussi de l'enseignement de ce qu'on transmet nous en cours de danse. Mais que ce soit en conservatoire ou en école de danse, on le fait partout où on enseigne, quoi. Okay. Et on trouve important de le dire, parce que c'est vrai que le gamin, quand il arrive en cours, il ne sait pas du tout d'où ça vient, pourquoi il danse, il a vu ça à la télé, il a envie de faire pareil, donc point. C'est vrai que c'est bien de les initier aussi à l'historique, quoi. Et on milite pour ça. Mais quand on va, parce que les meilleures équipes mondiales, elles sont effectivement ou coréennes ou japonaises, la plupart du temps. Depuis un Française. Aussi, c'est vrai. Mais on va dans ces pays-là où le hip-hop, c'est une discipline sportive. Il n'y a pas de graphe, il n'y a pas de musique, des choses comme ça. C'est effectivement complètement déconnecté du message qu'il peut y avoir au départ, etc. Donc, est-ce que c'est pas aussi
est-ce que ça veut pas dire aussi que le mouvement il est mort, de toute façon, et que c'est une... comment dire, c'est ce qui va subsister, c'est ce qui a été récupéré par d'autres systèmes, etc. Mais finalement, le hip-hop n'existe plus et que nous sommes tous autour de sa tombe. Ouais, ben justement, pour te rejoindre, il y a eu un truc, j'ai écrit un truc justement au niveau du hip-hop chalonnais. Il dit, est-ce que le hip-hop n'est pas mort? Le hip-hop est mort, vive le hip-hop, comme on dit, à un moment donné, c'est la fin. C'est pour ça que je disais, avant, quelqu'un qui faisait... On vient juste dans les années 90, vous avez tous connu le groupe LTM. D'accord. LTM, si on prend Coup de chaîne, il était graffeur, rappeur, il était danseur. D'ailleurs, dans le petit reportage qu'on verra, c'est pour ça que je l'ai dit avant de dormir, il y aura un reportage d'un danseur, il va parler de chaîne. Coup de chaîne faisait partie des premiers, il était dans Actuelle Force à l'époque. Quand on voyait les concerts de NTM à l'époque, il y avait des graffeurs sur scène, il y avait le DJ, il y avait quand même toute la discipline, les disciplines du hip-hop qui étaient... Maintenant, on a un rappeur, on vient voir tel rappeur. Maintenant, les jeunes, ils écoutent tous Maître Gims. Non mais il faut vraiment aller dans ton sens. Mais il fait pas de rap. Ouais, Voilà. c'est plus sérieux. Il fait de la variété. Il fait de la funk française. Ah, non. Non, je rigole. Non, parce que la funk, elle avait quand même un message. Non, je veux dire, il fait quand même vraiment de la variété. Et j'irais même pas dire de la variété. Pour moi, c'est du rap bobo qu'on a envie d'écouter sur Énergie. Et que les parents, ils se disent, ah, vaut mieux qu'il écoute du Maître Gims que d'écouter. Voilà. Et du coup, Caris ou des types comme ça, Seth Gecko. Caris et Seth Gecko, tous ces types-là, en fait, qui se clashent d'ailleurs, même sur. Bah, Booba aussi, tous ces. Tu les classes aussi dans hip-hop ou un renouveau du hip-hop Ça, je vais mettre ça un peu dans le gangsta. Un peu. C'est vrai, voilà. Parce que c'est ça, ils ont leur battle sur YouTube. La Fouine, Booba, ils se battent, mais ils ont un appart ensemble. Ils habitent côte à côte à Miami, donc s'ils avaient besoin de s'embrouiller chez eux là-bas. Ouais, puis comme Morsay aussi qui fait ses films. En fait, ils vendent après plus des cassettes ou des choses sur les marchés. Ils essaient de reproduire un truc de la rue, mais ils sont déconnectés, je trouve. Pour revenir à ce que tu dis, moi je dirais pas que le hip-hop est mort, c'est juste qu'avec le temps il s'est essoufflé. Et que vraiment ceux qui sont vraiment hip-hop puristes, on n'en entend pas parler. Tout ce qu'on voit dans les médias, radio, télé, ça c'est peut-être des gens qui sont partis à la base d'un esprit hip-hop et qui en fin de compte, à partir du moment où on commence à faire de l'argent avec, c'est plus de l'esprit hip-hop, c'est de l'esprit businessman en fait. Mais le hip-hop aussi, on vous dit qu'il a commencé avec Sugar Hill Gang en 78 avec Rapper's Delight. À être commercialisé. Hein. Oui, mais donc est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas de mouvement qui pourrait durer 40 ans, ça n'existe pas? Les mouvements, ils durent un certain temps, mais c'est très très court. Et donc là, est-ce qu'il n'y a quand même pas une espèce de nostalgie à vouloir que ça reste avec les 4 piliers d'origine, etc. Est-ce que finalement, le contexte social, politique, économique, technique fait que c'est plus d'actualité? Non, en fait, ce que je pense, je vais quand même aller dans ton sens et donner une note. Je pense qu'au niveau du hip-hop aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il a évolué. Il n'est plus le hip-hop qu'il était. Sauf qu'aujourd'hui, dans les lieux, par exemple, on va aller dans les quartiers, ou on va aller aux États-Unis, hein, ou dans les quartiers, souvent il y a quelque chose qui y ressemble, qui n'est peut-être plus du hip-hop, mais par exemple, dans les quartiers, quand on voit au niveau de la danse, ça a pris du recul. Les danseurs ont pris du recul. Dans les quartiers, au niveau de la danse, ça va être autre chose. Ils reviennent à la nostalgie. Par exemple, on va souvent dans les quartiers, on va écouter quoi? De la funk. Hein. Et même au niveau musical. Hein. On regarde Nostalgie, la plupart des jeunes. Nous, on a l'impression qu'ils écoutent du Booba, mais c'est pas vrai. Ça, c'est ce que nous, on veut nous montrer, qu'ils écoutent du Booba. Ouais, il n'y a qu'un seul rappeur qu'ils écoutent tous, c'est Rof. Parce que pour eux, ils pensent qu'ils les représentent. Mais je veux dire, au niveau, c'est peut-être une nostalgie de dire de revenir, de repenser au passé, d'essayer de rassembler. Ce qui est difficile, c'est de trouver des lieux où on rassemble les 4-5 disciplines du hip-hop. C'est justement, le problème, il est déjà au sein des gens du hip-hop, et pas à l'extérieur. C'est pour ça que je te rejoins quand tu dis que le hip-hop, à un moment donné, c'est la fin. Mais il peut encore, parce qu'il y a encore des gens qui combattent, qui militent pour ça. Et ça, c'est toutes les scènes alternatives qu'il y a.
par exemple dans les scènes alternatives qu'il y a, quand on arrive à avoir un rappeur, parce que moi je vois encore des rappeurs qui militent, des rappeurs avec un groupe punk ou un groupe rock en première partie, etc. Là on est vraiment dans l'échange et on se rappelle un peu des années 70, on avait cet échange-là. Aujourd'hui, le hip-hop, pourquoi il meurt? Parce que justement c'est toute cette com qu'il y a autour, qui fait qu'un gamin, il va aller au Stade de France pour aller voir Urban Peace, ou... voilà, c'est ça qui tue le hip-hop. C'est justement tout ce qu'on voit au niveau commercial qui l'a tué. Parce qu'aujourd'hui, le gamin, il va écouter du rap, mais il va écouter par exemple Maître Gims, mais dans sa tête, il ne va pas connaître les groupes comme La Rumeur, qui sont vraiment à la base des groupes hip-hop à un moment donné, qui ont milité à la base des groupes comme La Brigade, qui ont milité et qui, voilà, ils galèrent à vendre leurs disques pour certains, mais en même temps, ils avaient des choses à dire. Aujourd'hui, le rap, il évolue avec la société, mais la société, c'est une société de consommation qui, simplement, à un moment donné, ouais, c'est super, le rap, on va réussir à vendre du rap aujourd'hui, où on va nous dire, ouais, je suis avec ma bibine, je me défonce, c'est la fête. Et puis, tout le monde autour, ouais, c'est la classe. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de message à l'intérieur. Par contre, celui où il y a un message, où on vous parle à long terme, celui-là, on préfère les esquives. Les radios, d'ailleurs, ne veulent pas les passer. C'est ça. Parce qu'on essaie de trouver toujours des choses derrière. Non, ça va pas, il y a ça, il parle de ça, ça. Mais à la base du hip-hop, c'était quand même passer un message. Je trouve que ça fait quand même un moment. Avant, autant NTM, il y a eu des clashs télévisuels et tout ça. Je trouve qu'il n'y a plus cette censure trop au final. Alors qu'il y a des propos qui sont, je trouve, d'autant plus violents. Dans certains, on peut reprendre Booba, mais même si je trouve que c'est pas quand même le pire, quoi. Je trouve qu'il y avait quand même ce truc de censure du rap, où je me rappelle où t'as Joey Star et Cool Chain qui se prennent la tête avec des gars, parce qu'ils ont vraiment des revendications, et ils se font censurer en plus, et parce qu'on leur colle une image de type violent. Ouais, mais forcément il y a de la violence quand il y a il y a un réel message autour, qu'on veut juste les censurer, quoi. Et j'ai l'impression que là, soit ça s'est adouci, soit justement la censure est tellement radicale qu'on n'en entend pas du tout parler. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a encore ce système de revendication à l'intérieur de... En fait, il reste des gens qui revendiquent réellement, sauf que justement, comme tu dis, on les censure réellement, ou on essaie de faire passer à travers certaines choses. Je prends l'exemple, on va prendre dans le rap français. Il y a une rappeuse qui, à la base, qui est hyper militante, mais qui, à un moment donné, elle a un tourneur qui, c'est Kenya Arcana. Par exemple, Kenya Arcana, à la base, elle a des textes vraiment militants. Sauf que, voilà, pour manger, ils arrivent des fois à sortir un texte où ils arrivent à passer passer à travers, et on va retenir que le texte qui est passé à la télé, ou... Voilà, c'est surtout ça. Après, tout le reste qui est vraiment intéressant, on n'en parle pas. Je parle au niveau du rap parce que c'est le plus médiatisé aujourd'hui. Le problème dans le hip-hop actuellement, je pense qu'il y a un propos qui illustre vachement mieux ce que j'ai envie de dire, qui est dans, par exemple, le dernier album de Kerry James, je crois, qui pour moi est une des icônes du rap français à l'heure actuelle et depuis ces 20 dernières années, et où il y a un morceau avec Youssoupha et Medine en featuring, qui sont des rappeurs actuels qui font un carton, je pense, et ils disent très justement que avant c'était nous, c'était nous contre... Ah merde, je sais plus, je passe pour un con. En gros, il dit que avant le rap c'était pour justement reprendre le message d'Africa Bambaataa, l'unité, l'amour. C'est l'individualisme aujourd'hui. Voilà, et que maintenant c'était les rappeurs contre les rappeurs, c'est-à-dire on peut voir le rap game, donc les clashs entre Booba, La Prime. Avant c'était nous contre eux, maintenant c'est nous voilà, contre eux. Merci. Et du coup, si le hip-hop est mort, je pense que c'est à ce niveau-là, mais sinon après tous les rappeurs qui peuvent encore jouer en faveur du mouvement hip-hop, qui est pour moi nécessaire encore à l'heure d'aujourd'hui, puisque les questionnements qui se passaient à l'époque quand le hip-hop est né, c'est des questionnements qui sont encore aujourd'hui à l'heure actuelle. La société en fait. Ouais, ils sont encore à l'heure actuelle et c'est pas normal. Et donc c'est pour ça qu'on voit un mouvement, je pense, aussi longtemps perdurer, c'est parce qu'il y a toujours des problèmes dans les quartiers, et donc il n'y a rien qui est vraiment fait pour ça, donc il n'y a pas d'évolution.
à part se tirer vers le bas comme peuvent le faire Caris ou... Mais l'opposition entre East Coast et West Coast, elle existe depuis les années 80, depuis les tout débuts. Ça a toujours été... Comment? C'est la guerre froide. Ça a toujours été le principe du hip-hop, de toute façon, de s'opposer et de se battre. Mais dans une ambiance plus fraternelle que... Enfin, il y a eu des morts dans les années 80 qui étaient bien plus nombreux que maintenant. Et après, ça reste en jeu entre les majors, et du coup, plus il va y avoir de clash, la Fouine, quand il s'est fait soi-disant tirer dessus, ça fait un paquet de buzz, on en a parlé. Du coup, les ventes d'albums, ça a explosé. Quand on parle, par exemple, pour revenir à cette guerre West Coast, East Coast, où tous les rappeurs, surtout aux États-Unis, commencent à jouer, quand on regarde par exemple Tupac, et on regarde Notorious B.I.G., qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en vérité, nous on a tous été bluffés, on nous a tous baratinés, en gros nous dire Notorious Big c'était le patron. C'était pas Notorious Big, c'est P. Diddy le chef, c'était lui le chef, Puff Daddy. Quand on regarde, on parle de Tupac, West et Tupac, c'est Dr. Dre le chef. C'est qu'en vérité, on mettait des gens en avant, qui, certes, qui avaient des textes, mais c'était pas forcément... en fait, c'était eux qui étaient lancés en avant, c'était un genre de... C'était des gens de tirailleurs, en fait. On les mettait devant, puis c'est eux qui se faisaient allumer, puis on disait, tout le monde était là, ouais, Tupac, ouais, il s'est pris une balle, ouais, et on a perdu du temps. Les Américains, ils ont été vachement intelligents sur ça. Mais par contre, la société américaine, et surtout avec le plan que ça, ils ont réussi à te montrer l'image de ce qu'était à la base de la pauvreté. Le pauvre qui devient riche. Le pauvre qui devient riche, c'est quoi? La drogue, l'alcool, les femmes en maillot de bain. C'est simple. Ça, c'est l'image qu'on a voulu nous coller réellement. Aujourd'hui, quand on regardait la télé, tu regardais sur MCM à l'époque ou MTV, tu voyais que ça. Aller voir une voiture qui était là, quand on voit le son de Dr. Dre, voilà, c'est l'image qu'on a voulu nous ressortir du hip-hop actuel. Non, les femmes, elles ont plus de même bain, les filles. Elles sont nulles. Non, mais c'est vraiment pour montrer. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste encore des rappeurs, des danseurs, des graffeurs, des beatboxers qui sont vraiment militants. Mais voilà, ils sont pas, on les voit pas. Dû certainement, voilà, on va dire, je prends l'exemple au niveau de la danse hip-hop. Il y avait Pokémon qui était champion du monde en 2003. Brahim Zaïba fait Danse avec les stars. Le gars, l'image qu'il emmène du hip-hop aujourd'hui, sans lui manquer de respect, rien du tout. C'est le gars, je suis bien intégré, j'arrive avec mon petit boléro, la petite chaîne qui va bien. Ça y est, le gars, pour son avenir maintenant, le gars, il était avec Madonna, donc ce qu'il fait, son image, maintenant, il va ouvrir son école de danse, il est chorégraphe dans un truc, et on en oublie complètement peut-être l'historique. C'est-à-dire, on retient quoi? Brahim Zaïba, t'as vu, il a réussi, il était avec Madonna, maintenant il est chorégraphe dans Robin des Bois, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on va retenir. On va plus retenir le danseur qu'il était à l'époque. C'est-à-dire, on retient, et lui-même, ça l'arrange, il rentre dans une autre dimension, il y a l'argent qui arrive. Et je pense que l'argent a toujours tué le pauvre. Pour moi, il a toujours souvent tué le pauvre. Un pauvre qui est, comme dirait dans un sketch de Smaïd, un pauvre qui devient riche, problème, va claquer sa thune en une journée. Souvent, il ne va pas savoir placer, il ne va rien savoir faire. Voilà. Mais tout justement, selon vous, l'image que tu fais l'époque, je pense qu'elle n'est pas amenée à disparaître, mais on veut quelque part indirectement la faire disparaître. Parce que pour qu'il y ait d'autres choses. Pour moi personnellement, quand je vois que du Booba passe sur des radios où il dit vraiment des... Voilà. Pour moi, c'est pas du rap. Au niveau de ces textes qui montrent à la radio et que ça passe dans toutes les radios, voilà, qui sont passées sur Énergie, sur... voilà. C'est qu'à un moment donné, c'est que c'est voulu. Tu peux pas... On peut pas causer ça à Booba. Hein? On peut pas causer... Ah non, justement, je te parle par rapport à ce qu'on passe actuellement, tu sais, dans les radios. Justement, on essaye d'amener une image et en même temps à dire, voilà, on démocratise un petit peu le sens de ce que dit Booba. Booba, il va insulter les petites zoulettes, pour lui, le macho à fond au niveau de ses chansons.
etc. Et d'un autre côté, le rappeur qui lui va te parler d'une vérité, de quelque chose du moment, on va dire que tu es en train de te faire arnaquer dans ta vie, que voilà, celui-là, on n'entend pas parler. Booba, ce qu'on oublie vite, c'est qu'il a une carrière et lui aussi a fait progresser le rap français. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Lunatique avec Ali, c'est quand même... bien sûr. Non, mais il y a quand même quelque chose derrière. C'est pas... C'est complètement éclipsé, il a un message complètement différent de Booba. Je pense qu'il y a aussi tout simplement le message qui est derrière certains rappeurs, ceux qui sont ostracisés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus proches des revendications de Mohamed Ali. De tous les grands dont vous avez parlé au tout début de l'origine. Et la distinction, elle se fait là. Ceux qui sont ostracisés, ils sont beaucoup plus proches, à mon avis, de Malcolm X, Mohamed Ali, Martin Luther King. C'est sûr, c'est sûr. Après, le pilier qui s'est le plus détaché de la culture hip-hop, c'est le rap. Hein. Parce que je veux dire, aujourd'hui, on peut côtoyer, nous, danseurs, des graffeurs aux abattoirs, partager un bon moment, kiffer, danser sur du son pendant qu'il est en train de graffer, côtoyer des beatboxers, bien qu'ils sont assez rares. Mais je veux dire, les rappeurs, ils ont vraiment fait leur chemin, ils sont vraiment à part. Aujourd'hui, dans la culture hip-hop, il y a tellement eu d'argent autour du rap que les rappeurs font leur vie, et puis les danseurs, graffeurs et autres qui ont moins gagné d'argent et où il y a moins d'argent dans le business, voilà quoi. Ben, en même temps, c'est marrant, mais c'est à double tranchant, parce que le rappeur, c'est beaucoup enrichi. Et par exemple, les danseurs, en gros... le gars il galère pour avoir son intermittence ou il a son intermittence. Ça veut dire, en même temps, c'est le rappeur qui réussit pas, ben, le gars il met que de l'argent de sa poche pour essayer de faire ses mixtapes, etc. Parce que les subs, etc., lui il peut pas forcément en bénéficier. D'accord? Alors qu'un danseur pour une création peut bénéficier d'argent. Un graffeur il peut rentrer dans le cadre au niveau de la peinture, se dire, etc., d'avoir des subventions. Alors le DJ il peut essayer de travailler justement avec des conservatoires, etc. Le rappeur, lui, c'est où tu rentres dans les clous et puis t'en as un, c'est un peu comme un footballeur, hein, tu fais partie de... Si t'as réussi, ben, à un moment donné, t'es là, t'as pas réussi, t'es en bas, tu te payes tes mixtapes, t'essayes de voir un gars et puis galérer, puis t'as un taf à côté, et puis tu sors tes sons, jusqu'au moment où t'en as marre de faire du rap, puis t'arrêtes. Hein. Parce qu'on regarde, c'est l'histoire du rap, elle est là aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est les extrêmes, vraiment. Et comme je dis, c'est quand même ceux qui étaient derrière qui sont retrouvés devant. Et au niveau de la culture hip-hop, pour rejoindre un petit peu après, pourquoi on dit aussi au niveau du hip-hop, il continue, il peut revenir, mais c'est la place du DJ. Après, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Après, il y a ce mouvement aussi, un peu, je dirais, underground, tout ce qui est hip-hop indé. On en parle très peu, mais ça existe vraiment, genre comme des labels, je dirais aux États-Unis, il y en a plein, genre Ricky Sayer et tout ça, avec Brother Ali, et tout. Et c'est quand même du mouvement qui perdure, on n'en parle pas forcément, mais c'est quand même passe quand même des messages. Enfin, moi je pense que l'hip-hop n'est pas mort, mais il prend une autre forme. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui militent. Souvent quand on regarde les rappeurs ou les danseurs qui sont vraiment dans le hip-hop réellement, ils sont souvent militants dans des associations de quartier, des défenses, voilà. Et souvent, les vrais rappeurs aujourd'hui, pour moi, travaillent beaucoup sur les scènes alternatives avec, comme je dis, des groupes rock, punk, voilà, ils arrivent quand même à... Parce qu'ils arrivent à se retrouver quand même dans ces... Ouais, mais c'est ça, est-ce qu'en fait on est obligé d'être nostalgique de dire donc le hip-hop est mort? Est-ce que c'est... En gros, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Parce qu'au final, est-ce que ça empêche les gens de continuer à exploiter quelque chose? Il y aura toujours des danseurs, il y aura toujours des DJ, tout ça, ils vont peut-être créer d'autres choses. Après, c'est comme ce qu'il parlait, par exemple. Là, on entend vachement parler de Fauve, mais il y a aussi d'autres groupes où, à l'intérieur, maintenant, c'est le slam, la poésie. Il y a peut-être d'autres messages, en fait. Après, c'est plutôt des messages pessimistes, mais moi, je me rappelle je sais pas, j'écoute à fond, c'était Diabologone, et puis Non-Stop aussi, qui ont vraiment des textes surréalistes et qui vont s'entourer, en fait, d'illustrateurs, pas forcément de graffeurs, mais qui vont faire de la vidéo. Ça va être un peu plus expérimental, ils vont un peu chatouiller comme ça d'autres sphères. Et du coup, je pense que c'est pas très grave. Quand un mouvement meurt, ça veut dire qu'il y en a peut-être un autre qui se crée. C'est peut-être dommage en fait de rester dans une nostalgie et essayer de se forcer à maintenir une petite flamme, alors qu'en fait il suffit juste de souffler, puis de créer une autre bougie, et de créer aussi un grand feu ailleurs. Ouais, c'est ce qu'il disait, de toute façon, c'est voilà, le hip-hop prend une autre forme. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ceux qui seront nostalgiques, c'est les anciennes générations. Voilà, ceux qui sont hip-hop, là, les nouvelles générations,
vont pas être nostalgiques, puisque de toute façon, le hip-hop d'avant, ils l'ont jamais connu. Et puis, voilà, ce qu'on disait, il y en a très peu qui sont au courant de ce qui s'est passé avant. Donc eux, ils sont jamais nostalgiques en fin de compte, ils n'ont pas connu tout ça. Donc les anciens, si eux, ils peuvent l'être, parce qu'ils voudraient toujours que ça continue, quoi. Mais c'est vrai que le hip-hop prend une nouvelle forme, puisque les danseurs, ce qu'on disait, on n'a plus d'échanges, on n'a plus de rencontres entre danseurs dans les salles, chacun a sa propre salle et on se rencontre plus. Pareil au niveau des sons, on a des rappeurs qui commencent à poser avec des sons dubstep. Voilà, ça prend une autre forme, c'est clair. Après, faut pas oublier qu'il y a les concerts, et puis du coup, tu vois, moi à la base j'ai une basse punk. Le punk, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas parlé, qu'on dit qu'il est mort, quoi. Sauf qu'au final, quand tu vas dans un festoche, tu as forcément un gros punk, et c'est pareil au niveau du rap, quoi. Il y a forcément des groupes indépendants, dans le coin il y en a pas mal, sauf que c'est pas ceux-là qui vont passer sur Skyrock, c'est pas ceux-là que les gens du quartier vont écouter, Ouais, mais c'est pas mal en fait. De moins en moins dans les concerts. Parce que le truc, c'est que maintenant, tu peux te faire un bandcamp, tu peux diffuser du son sans forcément avoir beaucoup de moyens. Je pense maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple. Et je pense que c'est vraiment pas grave de pas passer à Touche pas mon poste ou sur Skyrock, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est là aussi où tu te ridiculises aussi au bout d'un moment parce qu'on te met en scène. Et est-ce que c'est vraiment ton lieu? Ouais, mais du coup, tout le monde cherche maintenant à être devant les faces, quoi. Tu vois, tout le monde cherche à passer à la télé. Tu vois des gamines qui se ridiculisent sur YouTube ou parce qu'ils croient faire un buzz monumental, sauf que c'est la rue de l'Europe. Sauf que du coup, tout le monde attend ça maintenant, tout le monde cherche à être en premier. Mais après, moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, dans le sens où, quand on dit au niveau... Moi, j'y crois, c'est pas question de nostalgie, parce qu'on s'en fout à la rigueur. Parce que, comme je dis, déjà à la base, c'est un kiff, mais d'un autre côté, tu te dis, c'est aussi pour remettre aussi la vérité, quoi. Je veux dire, pour les gens, dans le sens où le mouvement hip-hop, c'était quand même un mouvement social, artistique, culturel. Il n'y a que le côté, on va dire, de temps en temps artistique qui ressort, culturel, mais c'est aussi voir aussi la base, dire le message qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens, quand on retourne, peut-être ils ne sont pas nombreux. Il y a quand même ceux à un moment donné, parce que quand on parle par exemple des anciennes générations, ceux qui disent nostalgiques, c'est eux les premiers à vouloir manger. Il faut dire la vérité. Tu regardes les Américains, quand ils sont arrivés, ils viennent en France, c'est notre art à nous, vous nous donnez des billets. Donc quelque part aussi, pareil, ils rentrent dans le cadre, mais je dis simplement au niveau social, il y a des choses qui font, il y aura de nouvelles choses. Mais ce qu'on veut dire, c'est que il faut quand même se rappeler, parce que pour moi, j'estime qu'à un moment donné, quand tu construis ta maison, tu dis déjà les fondations, déjà au départ. Pour pas que les gens... Et si à un moment donné, je prends l'exemple de tous ceux qui aujourd'hui, qu'ils aillent au conservatoire dans une école de danse. Quand son gamin, c'est comme un gamin qui fait du foot. Il espère un jour être professionnel. Première chose. Au niveau des danseurs, c'est la même. Hein. Celui qui va au conservatoire, dans sa tête, il se dit ouais, je vais faire du hip-hop, un jour je serai prof, je rentrerai dans une compagnie, etc. Cette même personne, dans 10 ans, elle va venir vers toi et puis elle va te demander c'est quoi l'histoire du hip-hop, parce qu'elle va enseigner. Elle va vouloir enseigner un jour. Donc, que les gens se rappellent d'où ça vient, pourquoi ça a été fait, pourquoi les gens ont marqué l'histoire. Nous, je veux dire par rapport au hip-hop, on est venu, je suis allé à l'école depuis CEP comme tout le monde, on continue encore vos études, on a des cours d'histoire. Pourquoi au hip-hop on n'aurait pas des cours d'histoire? Pourquoi on ne connaîtrait pas l'histoire du hip-hop à un moment donné, la connaître simplement? Après, les gens, ils en prennent ce qu'ils en veulent, c'est comme je disais. À chaque fois, je vous dis 2-3 versions au niveau du hip-hop. Je vous dis ceux qui disent ça, ceux qui disent ça. On saura bien plus tard ce que c'est réellement. Mais à un moment donné, je pense que c'est important de voir ce que les gens ont vécu quand le mouvement il est né. Parce qu'aujourd'hui, ça devient... Quand on regarde, par exemple, je vois des gamins et des gamines, ils vont prendre des cours, d'ailleurs, que ce soit vers Florian, vers Tariq ou Jérémy, ou quand on intervient, les gamins, il faut 1 heure de hip-hop par semaine, par exemple, 1 heure de cours. Tu les vois, ils viennent vers toi, ils te disent, ouais, ça fait 7 ans que je fais des... Ça fait combien de temps que tu fais du hip-hop? Ça fait 7 ans. En même temps, tu regardes quelqu'un qui va venir s'entraîner tout seul sur 1 mois, ben, il a largement le niveau de cette personne qui en fait pendant 7 ans, parce qu'elle en fait qu'1 heure. Elle se dit, c'est qu'en faisant 1 heure par semaine, elle va avoir un niveau un jour. Simplement aussi leur mettre la réalité,
Je parle au niveau de la danse, les remettre au niveau de la réalité. Après, demain, quand tu parlais du slam, à un moment donné, oui, le slam, c'est quelque chose qui a été bénéfique, qui a apporté. Après, est-ce que ça, pour moi, ça ne rentre pas... Pourtant, j'apprécie, puisqu'on met en place des ateliers slam aussi à l'espace jeunesse, mais ça ne rentre pas dans la culture hip-hop, par exemple. Donc, c'est une culture qu'on explique. Le slam, c'est quelque chose qui est né à part. C'est né dans les années 80 à Chicago. Ce qui se dit, c'est pareil. Au niveau, c'est aussi une alternative aussi à la poésie classique. C'est de la poésie urbaine qui est née. Après, ça s'est hyper développé. Ça se mange. On dit que c'est né à Chicago en 84. Voilà, c'est une nouvelle culture qui est née. Comme à un moment donné, on a eu comment ça s'appelle, le crunk, qui à un moment donné est venu. C'était une alternative. Le hip-hop, peut-être que les Américains, à un moment donné, ils ne se retrouvaient pas dans le hip-hop, il y a quelque chose d'autre qui est né, on est dans les quartiers, comme il y a pu y avoir. Mais après, moi, par exemple, j'essaye de défendre le hip-hop par rapport à son histoire. Après, bien sûr, il n'est pas contre l'évolution. Autrement, vous n'aurez pas montré les vidéos de ce que c'est maintenant, ce que c'était avant. C'est bien ou c'est pas bien. Moi, le seul truc que je trouve pas bien, c'est que, justement, quand on ne connaît pas son histoire, ça passe. On oublie les gens, très rapidement. Je prends un exemple sur YouTube, la plupart des jeunes vont voir un danseur le lundi, ils en voient un autre le mardi qui est meilleur, ça celui du lundi il est oublié. On passe à mercredi, on a plus ce truc où il y a une fidélisation aussi du danseur. Moi par exemple à l'époque où il y avait le Minitel, non mais quand on allait par exemple à la Villette pour voir, on disait il y a Storm, l'Allemand qui était là. Et pendant 10 ans on était derrière Storm. Aujourd'hui le gamin, un lundi, il a vu un... Hop, le mardi, il envoie un autre, il a complètement oublié, il passe à autre chose. Et ça gêne aussi dans la progression. C'est-à-dire, au niveau de progression technique, il n'y a rien à dire. Comme je disais, tu en parlais très bien, tu disais les Coréens, les Japonais, on voit même les Français. Hein, en 2012, c'était les Français qui étaient champions du monde. Ça arrive là, au niveau technique. Après, au niveau de la danse elle-même, quand on voit avant, la danse, c'était dans le ressenti. Tu rentrais, tu faisais ton truc. Maintenant, tu as des battles, tu as des passages, le gars, il a sa feuille. Il regarde, tiens, mon passage, ça va être ça. Et voilà, on perd quand même, on gagne en qualité artistique au niveau de la danse, on y perd quand même au niveau, voilà, je m'amuse, cet échange, cette mise en valeur là d'échange, d'amusement, elle n'y est plus trop, quoi. On va pas. Donc, moi, je vais essayer de vous mettre un petit reportage pour vous. C'est un ancien qui en parle justement en France. Mais juste avant, ça serait bien de vous montrer l'ambiance qu'était le hip-hop. C'est comme La Chapelle. En fait, comment était le hip-hop quand il est arrivé en France. Hein. Il est arrivé en 82. C'est DJ Dynasty, juste avant que tu le mettes. Hein. DJ Dynasty qui était... Ce qui est assez marrant, hein, parce que c'est une culture de pauvres à la base, on dit aux États-Unis. Mais en même temps, c'est des gens qui avaient un peu d'argent qui l'ont ramené en France. Voilà. Parce qu'il fallait, comme on disait, Dynasty, il fallait avoir les moyens d'aller aux États-Unis, il fallait avoir le moyen d'acheter des platines. D'accord, c'est exactement pour le graphe, c'est la même chose. Au niveau du graphe, Bando, c'était qui est celui, un des précurseurs au niveau du graffiti en France. Ben, voilà, il fallait se payer le voyage, il fallait se payer les bombes, voilà, donc c'est des gens qui avaient quand même de l'argent et qui ont ramené ça quand même en France, donc c'est paradoxal par rapport. Donc on va voir un peu l'ambiance qui était, et où on était vraiment dans l'échange et le partage, où toute la culture se retrouvait. Et j'étais de retour de New York et j'ai une énergie débordante et je me dis putain là faut le faire dans ce terrain là, il faut le faire. Et il y avait mon scooter qui servait de marche-pied si tu veux pour pouvoir parce que le mur était ouais, un peu comme le mur d'ici, genre 2,50 m. Pour moi c'était le début d'un vrai move, tu vois, d'un vrai hip-hop et en fait tous les samedis il y avait Dynasty qui venait avec ses platines, un groupe électrogène qui était mixé.
Les gens se rencontraient, chacun avait des livres de bouffe, et c'est le début d'une grande aventure. Il y avait un bout de carrelage qui permettait aux vainqueurs de se poser dessus. Après, j'ai un micro à la maison, on pose dessus, du coup, on se retrouve avec les 4 éléments dans le même endroit. C'était un bac un peu spécial, tu vois, il y avait toujours l'ambiance là-bas. C'était pas le TCG, c'était des gens qui venaient d'autres pays, c'était sur un toit comme ça en Europe que les gens peignaient, que tu pouvais voir les graphes par Bando, par Montu, BBC, Locus, des gens comme ça, des gens de bonne qualité. Je vois Radio 7, j'en parle à Sydney, est-ce que tu peux promouvoir, parce que en fait, Sydney avait une émission qui se passait le samedi après-midi. Il y a Lionel D qui allait, il y a New Generation qui allait, et ils faisaient des freestyles tous les samedis. Il y a RLP aussi qui était sur Radio 7, qui après, une fois que ça s'est un peu installé, a fait la promo aussi, et puis ces fameux prospectus entre les piles de disques d'import des différents snacks de Paris. Et finalement, on se retrouve en 15 jours avec 200 personnes, 300 personnes. Là, après, il y avait tous les danseurs, il y en a plein qui étaient sur le point des murs, à regarder ce qui se passe, à observer. Il y avait tous les jeunes du quartier qui entendaient de la musique. Sachant que là, le point positif, c'est que c'est une chaîne, on va dire, Direct Star qui montre, c'est marrant, mais en même temps, voilà. Je veux dire, sur ça, c'est un point positif qu'ils aient pu montrer ça c'est-à-dire que ça passe vraiment à la télé, qu'on montre aussi ce que c'était le hip-hop avant. Mais voilà, c'est de ça qu'on est aussi nostalgique de cet échange-là. Cette mixité, qu'elle soit sociale ou que vraiment les gens se rencontraient. Voilà, on pouvait avoir... ça venait de toute l'Europe entière quand même pour les rendez-vous. On savait qu'il y avait un DJ qui venait, ça pouvait venir d'Angleterre. D'ailleurs, il y a même des graffeurs qui sont venus s'installer en France, comme Motu, qui est venu s'installer en France et aujourd'hui qui expose même encore actuellement. Et quand il parlait justement du graffiti, c'est grâce au graffiti que le hip-hop a survécu, on va dire, à un moment donné. C'est que au milieu des années 80, c'est vrai, il y avait l'émission de Sydney, donc c'était hyper commercialisé, premier animateur noir qui présentait une émission télé sur le hip-hop. Et juste après, elle s'est arrêtée, mais on en parlait moins. Et là, il y a eu les graffeurs qui ont eu l'idée de déchirer Paris, en gros. On a toujours cru que c'était les Parisiens, graffeurs parisiens qui venaient déchirer Paris, mais non, c'est ceux de la banlieue, d'ailleurs, qui venaient graffer. Et on a commencé vraiment à en parler à la télé, parce que, voilà, ils ont été... tous les métros étaient graffés, la RATP portait plainte, la SNCF, donc voilà, ce qui fait que le hip-hop était, on va dire, était revenu, donc on va dire sur ça, même si c'était des choses qui étaient rejetées pour certains, ça a permis aussi à ce que le hip-hop soit mis avant de la scène. Et après, on a eu, au niveau de la danse, quand même, à un moment donné qui a été important, c'est 96. Et le début de la Villette, en fait, rencontre nationale de danse urbaine qui ont permis aussi en France de remettre en avant la danse hip-hop. Est-ce que ça l'a rendu positive ou négative? C'est une question à se poser, puisque il y a cette histoire aussi de scène, les tournées, c'est là que les groupes ont commencé à tourner, où toutes les scènes nationales ont commencé à dire on veut un groupe hip-hop, on veut telle chose, donc voilà. Après, on va prendre... donc là où je vais vous envoyer le dernier... dernière vidéo, c'est au niveau du Faire kiffer les anges. Donc là où c'est un pionnier du hip-hop qui explique un peu la danse hip-hop et qui lui faisait graphe et tout. On était 5, Bouga, Xavier, Pascal, Gabin, et il y avait aussi chaîne MTM, c'était l'un des premiers à être entré. On disait souvent les 5 droits de la main et tout. On était si tu veux, des bons compétiteurs parce qu'on avait une rage et que, en fin de compte, c'est ce qui différencie les mouvements de maintenant. C'est la rage qu'on avait quand on pouvait avoir les choses et la facilité où les gens ils peuvent avoir la technique maintenant. Ce sont deux modes différents. Mais il ne faut pas oublier que la rage, c'est quelque chose qui est toujours présent. Tu vois? C'est-à-dire quand on dit une rage, c'est une volonté d'être. Tu vois, d'être et puis d'être présent dans les trucs. Donc, tu vois, il y a ce côté agressif de vouloir être.
Et si tu veux, on s'entraînait ici, mais c'était plus du béton. Et là, de temps en temps, on avançait et tout, et puis on faisait des trucs techniques au niveau d'ici, même à l'intérieur de cet immeuble-là. Mais vous devez vous faire mal, c'est incroyable, le sol, il est... Non, c'était plutôt un plaisir. Hein. C'est le plaisir, tu sais, le mouvement c'était plus fort que nous. Des fois, il y avait des amis qui venaient et puis ça mettait une petite tension. Les tensions étaient bonnes, étaient positives, si tu veux. Alors il fallait, vas-y, Bouddha, qu'est-ce que tu fais et tout, vas-y, gamin, qu'est-ce que tu fais? Donc si tu veux, on se déchirait la peau, mais après on s'en foutait, quoi. C'était un plaisir, sincèrement. Hein. Et je vais vous montrer à peu près où on a commencé. Alors là, il y avait du côté de chez ma mère le doute. Et aussi, c'est un endroit qu'on venait parce qu'il y avait moins de monde qui pouvait regarder. Ça, c'est important. Donc on arrivait. On était toujours avec un pied, tu vois, toujours en train de... Tu vois, c'était le début, quoi, un petit peu du hip-hop. Mais je ne regrette pas parce que j'ai beaucoup appris ici et il fallait contrôler de façon à ne pas se briser les pieds sur comment on appelle ça, sur les boîtes aux lettres. Et ça, c'était terrible. Juste une question, avant de danser, c'était quoi ton travail? J'étais électromécanicien, alors c'était pas un travail d'imbécile. Et ce qu'il y a, c'est en fait le travail, ce qui nous tue. C'est qu'on va à l'école, on se dit on va être électromécanicien, on va faire des recherches, on se fait des idées, oui, je vais trouver le proton, le neutron, machin comme ça. Et puis tout qu'on fait, dans n'importe quel travail, on te fait quoi? Un rêve avec les mots, et quand tu arrives, tu te retrouves comme des gens secondaires. Genre, alors pour être électromécanicien, j'avais juste besoin de dévisser une lampe, machin comme ça, alors que des gens qui n'avaient pas besoin de diplôme pouvaient le faire. Tu comprends? Et c'est là un petit peu que mon désaccord avec le travail. Tu vois, pas un désaccord, j'avais de l'argent. Je touchais de l'argent facilement, mais j'avais pas l'impression d'évoluer. C'est comme si j'étais stable, j'étais toujours au même endroit et que c'est la même rengaine, la même chose que je ressors. Et j'avais pas l'impression, tu vois, d'avoir vraiment acquis quelque chose spirituel. Alors, tu vas te t'es là, t'es venu avec qui? Tranquille? La forme? Ouais. Bien. Tu m'entends, t'as pas vu? Ça va? Bien? Très bien. Je raconte. C'est aussi Alain, c'est un ami, on a grandi ensemble aussi. On jouait un vieux de la vieille. On a la pelle, la pioche et le râteau ensemble. Sans oublier la puce. La puce, viens mon ami, viens. Viens la puce. Le karaté. Le karaté, le tennis de table. Sans compter ça aussi, la puce, c'est aussi une légende. Sans oublier BI, toute la famille. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, ce que je veux dire, c'est que ça fait plaisir que Gabin n'ait pas oublié ses frères. Ouais. Démarrer, en fait, parce qu'en fait, c'est ici le départ de toute sa vie, quoi. Et puis, ça fait plaisir qu'il n'ait pas oublié, qu'il est revenu et qu'il fasse passer le message comme quoi que c'est ici que tout s'est passé. Alors, la musique. Donc là, pour terminer, je voulais vous montrer ça parce que ça me semble important dans ce qu'il dit. Il dit voilà, au début, voilà, aujourd'hui, la technique, elle évolue, mais la rage, c'est pas forcément, voilà, ils avaient, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils avaient vraiment cette envie de décoller, quoi, au niveau de la danse. Et donc là, pour terminer, beaucoup de temps, ça va être au niveau du mouvement de la danse, quand ils sont, vous pouvez taper dans les mains. Les danseurs que je vais vous montrer. Pas eu le temps de tout aborder. C'est de là, là, mais voilà. C'était aussi c'est tout ça, on n'a pas eu le temps de voir toutes les vidéos, tant mieux, parce qu'on serait quand même un peu endormi. Donc, est-ce que tu as un peu de son rapide sur tes vinyles, cher ami? Donc là, on va voir déjà que les époques, il n'y avait pas de préparation. C'est des mouvements avant d'aller au sol, en fait, en général.
some of you don't show enough respect. What's up with you? I'm a good man. Si vous avez des questions, en tout cas, merci. Puis, désolé si des fois on n'a pas pu aller plus loin dans les... Parce qu'après, il y aurait vraiment beaucoup de choses. Je vous dis, il y a un sacré paquet de choses à parler. Et puis après, j'ai pas envie d'endormir les gens. Je préfère qu'on essaie de garder une image, à se dire... on a envie d'apprendre, envie de connaître, que d'avoir trop d'informations. Au bout du compte, c'est saoulé pendant 2 heures et puis on n'a rien à tenir. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais demander entre la danse hip-hop et la danse contemporaine, il y a des choses qui se passent en ce moment, non? Ben, il y a beaucoup d'échanges. Le problème qui se passe, c'est que beaucoup de la danse contemporaine a utilisé des artistes hip-hop. Inversement, ça n'a pas été trop le cas. Puis maintenant, ça commence. Bon, après, la danse hip-hop, si on cherche dans le terme contemporain, c'est aussi quelque chose. En tout cas, vraiment chose à retenir, c'est voilà, que le hip-hop, c'est un mouvement social, culturel et artistique. Que souvent, on a tendance qu'à regarder le côté culturel et artistique, mais voilà, il y a des gens qui ont... C'est né parce que justement c'est dans les lieux hostiles pour eux.
Vous connaissez John McLuhan?